Bonjour mesdames, messieurs, heureux de vous retrouver. Je vous souhaite à vous aussi une excellente année. Tu me redis le timing? Je parle jusque quand? Je m'arrête à quelle heure? Oui, mais question comprise ou bien? On doit arrêter à quelle heure exactement? 11h10, 11h15. C'est très peu de temps au fond, hein? 6 fois, oui, mais j'ai déjà prévu pour 6 fois aujourd'hui et nous allons contracter le temps. Je vous souhaite une très bonne année et je vous dis aujourd'hui déjà quelques mots sur le cycle que je vous propose cette année. C'est un cycle, vous rappelez, je ne sais pas si pour celles et ceux qui ont suivi le cycle de l'an passé, nous avons évoqué effectivement cette question de la religion et de la citoyenneté. Et le constat était simple, si vous voulez, trop de religiosité, trop peu de citoyenneté, trop d'appartenance spécifique, trop peu d'appartenance universelle. Je permets quand même de rappeler que nous fêtons cette année la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948. Je voudrais qu'on ne l'oublie pas. Ça me semble aussi très important, même si effectivement c'est une déclaration. Elle n'a pas toujours le pouvoir contraignant qu'on voudrait lui donner. C'est pas comme une convention. Voilà. Et Dieu sait si... vous voyez comment le langage nous poursuit. Hein. Dieu sait si. Hein. Vous savez que c'est de là que vient l'expression « parbleu ». Hein. On ne voulait plus dire « par Dieu », alors on disait « parbleu ». Enfin, Dieu si... nous avons besoin de citoyenneté, enfin dans les temps qui sont les nôtres, et de rappeler effectivement que nous sommes des citoyens. Et donc l'hypothèse de la fois précédente, c'était de dire que dans la citoyenneté, il y a quelque chose de l'ordre de l'abstraction, c'est-à-dire quelque chose à quoi nous devons accéder, et nous n'avons jamais fini d'y accéder, puisque nous sommes en devoir d'être des citoyens et des citoyennes. Et on sait bien que depuis, notamment les Lumières, déjà depuis Spinoza, mais aussi depuis les Lumières, ce terme de citoyenneté veut dire quelque chose de précis, de rigoureux. C'est-à-dire que lorsque l'on décide de construire la cité commune, le faire corps, ou le vivre ensemble, pour prendre une formulation plus habituelle, lorsqu'on décide donc de vivre ensemble, de faire corps, il y a des choses que l'on met de côté. Parce que c'est le mouvement de la citoyenneté, c'est un mouvement philosophique, c'est un mouvement de la dialectisation. On va chercher quelque chose de plus haut et on met donc de côté un ensemble de particularités et un ensemble de particularismes. Et pour rappel, la religiosité, les religiosités font vraiment partie de ces choses que l'on est appelé à mettre de côté comme particularisme de nos existences. Voilà. Alors évidemment, on s'est quitté la fois précédente, même si les deux cycles ne sont pas liés, mais enfin, prenons quand même un lien. On s'est quitté la fois précédente sur peut-être l'impression que on était entré dans une forme de déconstruction. Parce que qu'est-ce qui reste alors dans ces cas-là, quand nous avons abandonné un ensemble de certitudes? Et qu'est-ce qui reste quand nous devons être des femmes et des hommes citoyens et citoyennes? Eh bien, il reste justement la raison. La raison. Et ceci me semble évidemment très important. Et ce parcours que je vais faire avec vous, c'est un parcours que je voudrais... un parcours qui puisse rendre hommage à la raison, au pouvoir de la raison. Cette chose que, qui que nous soyons, nous avons en commun et que nous pouvons partager. Et vous allez voir qu'aujourd'hui déjà,
je vais beaucoup insister sur cette importance de la raison. Voilà. Et bien sûr, si je dis raison, je viens donc déjà par là apporter une réponse à cette crise de la tension entre citoyenneté et religiosité. Pour rappel, quand un latin dit raison, il emploie le mot ratio, qui veut dire quelque chose de très spécifique, c'est la mesure. Donc, qui dit raison, dit mesure. D'ailleurs, vous vous rappelez peut-être que, en tout cas moi chez mes grands-parents c'était comme ça, il y avait dans le ménage le cahier de raison. Et le cahier de raison, qu'est-ce que c'était ? C'était le cahier du budget. On mettait toutes les dépenses, toutes les entrées et toutes les sorties. Ça veut donc dire qu'on mesurait son existence quotidienne à l'aune du chiffre. Et on disait, j'ai gagné autant de francs, et pour le pain, j'ai dépensé autant de francs, pour la nourriture, autant de francs, etc. Donc c'est assez intéressant déjà comme hypothèse, ce cahier de la raison, qui dit qu'au fond, nous avons tous tendance à chiffrer nos existences. Et on sait, pour rappel, que la philosophie, dans ses origines, a aussi à voir avec ce problème du chiffre et du nombre. Et que singulièrement, il va y avoir un travail qui va se faire très tôt en philosophie, notamment chez les pythagoriciens, pour passer du chiffre, mais au sens économique du terme, c'est-à-dire ce qui nous permet de modaliser nos échanges, pour passer du chiffre au symbole du chiffre. Et on sait que les pythagoriciens, et puis après bien d'autres écoles philosophiques, vont faire un travail sur ce point. Donc c'est la raison que je vais mettre au cœur de ce cheminement philosophique, comme étant ce que nous pouvons partager. Et bien sûr comme étant ce qui est partageable. Donc je vais tirer la philosophie du côté de la raison. Et avec cette philosophie, avec cette raison, je vais poser une question de fond. Est-ce que la philosophie peut nous permettre de guérir de quelque chose? Ou peut-elle nous consoler? Ou peut-elle être une dimension salutaire de notre existence? Peut-elle être une dimension de l'ordre de la reliance? Et vous voyez que quand je dis reliance, j'évoque bien sûr la question du religare, du religare, et évidemment je lie à ce que nous avons fait comme travail l'an passé. Alors je vais déployer ce cheminement sur, vous l'avez vu dans le programme, sur une sorte de banquet conceptuel de 6 séances, avec plus ou moins 2 concepts par séance, enfin autant que le travail intellectuel va nous le permettre. Et je vais déployer ça entre 2 événements majeurs de l'existence ou de la vie, c'est selon, la naissance et la mort. Donc le naître et le mourir, et la naissance et la mort. Et la mort, bien sûr, n'est pas le mourir, et la naissance n'est pas le naître. Et heureusement d'ailleurs, sans quoi nous serions véritablement prédéterminés par avance. Avec cette chose de fond, qui est en fait notre finitude, parce que si je dis raison, je dis finitude. Et donc on va situer ce parcours dans la finitude et on va essayer de comprendre ce que nous faisons entre naître et mourir, entre naissance et mort, c'est-à-dire nous aimons, nous désirons, nous souffrons, nous pensons, nous angoissons, nous pouvons aussi délirer. Donc nous allons regarder quelques-uns de ces éléments-là et voir ce que la philosophie nous apporte comme réponse, donc communément partageable. Alors, il y a aussi une énigme, et c'est pour ça que j'ai voulu commencer par le naître et par la naissance, c'est que, en définitive, la naissance, nous ne l'avons pas choisie. C'est vraiment un déterminisme
majeur de l'existence. Nous n'avons jamais choisi notre naissance. Il faudrait sans doute être plus subtil quand nous disons que nous n'avons jamais choisi de naître. Ce serait beaucoup plus, je ne dirais pas subtil, mais je serais beaucoup plus précautionneux sur l'usage de cette formule. Mais en tout cas, la naissance, nous ne l'avons jamais choisie. C'est une des réalités qui me fait dire d'emblée, c'est un peu la thèse d'aujourd'hui, que nous sommes profondément, par nature, originairement, nous sommes en retard. Nous sommes en retard. Et donc, il y a quelque chose qui nous précède, qui nous fait dire que, bien qu'étant nés, en définitive, nous sommes non nés. Je vais essayer de m'en expliquer. Et que donc, nous sommes en retard par rapport à ce premier mouvement. Alors, là aussi, deux attitudes. Soit on peut tenter de construire quelque chose à partir de ce fait ou cet acte du retard, ce que je vais appeler aujourd'hui la non-coïncidence à soi. Soit on peut tenter de construire, soit on peut tomber dans une forme de pessimisme profond, ou dans une forme de scepticisme, c'est un autre degré, ou dans une forme de réalisme. C'était par exemple le cas de Marc Aurèle. Je me permets de citer avec vous ce chapitre 6 des Pensées pour moi-même. Cette pourpre impériale, donc c'est vraiment pour lui la métaphore du pouvoir, et on pourrait dire la pourpre du juge, la pourpre de la toge du professeur, la pourpre de tel prélat, que sais-je. Cette pourpre impériale, c'est du poil de brebis mouillé du sang d'un coquillage. Voyez-vous ? Cette pourpre impériale, c'est du poil de brebis mouillé du sang d'un coquillage. Je continue. L'union des sexes, c'est un frottement de ventre avec éjaculation dans un spasme d'un liquide gluant. De la même façon que ces représentations atteignent leurs objets, les pénètrent et font voir ce qu'ils sont, de même faut-il faire durant toute la vie. Et toutes les fois, et voici la leçon évidemment, toutes les fois que les choses te semblent trop dignes de confiance, mets-les à nu. Rends-toi compte de leur peu de valeur et dépouille-les de cette fiction qui les rend vénérables. Voilà, quelle leçon de vie. Hein ? Ça, pour moi, bien sûr, c'est l'expression du stoïcisme, et on reviendra à la question du stoïcisme, parce que c'est un mouvement philosophique avec lequel on ne peut pas ne pas se débattre quand on pose la question de la philosophie comme thérapeutique. Mais, donc, c'est déjà ici une leçon de vie, et une leçon de vie qui apparaît chez Marc Aurèle et qui, pourrait-on dire, va se retrouver dans tout le travail philosophique. Je pense que dans le travail de l'épistémologie kantienne ou dans le travail de la phénoménologie husserlienne, cette idée qu'il faut mettre à nu, qu'il faut dépouiller, elle se dit d'une autre façon, avec d'autres types de technicité, mais c'est exactement le même geste, n'est-ce pas ? Et bien sûr, ici, il y a quelque chose de très profond, c'est faire entrer la raison, c'est-à-dire la crisis, le choix, devant ce que nous pensons être vénérable dans l'existence. Alors en ce sens-là, on voit,
j'ai pris cette citation pour commencer le parcours, mais on voit véritablement que la philosophie veut d'emblée nous permettre de nous connecter, de nous mettre en phase avec ce que nous allons appeler communément le réel. Alors, quand nous disons philosophie, rappelons-nous quand même que pour nous, ce sont trois grandes dimensions, dont la première est ce que je vais appeler l'éthique, c'est-à-dire ce qui nous permet de comprendre la nature humaine, ce qui nous permet de comprendre quelles sont les qualités que nous avons à développer pour la maîtrise de notre corps, de notre âme, de notre esprit. Et là, il y a plusieurs vocables, plusieurs concepts qu'il faudrait prendre le temps de pouvoir élucider. Mais enfin, disons cela rapidement, et de tenter de vivre l'harmonie, soit avec le multiple, si vous décidez qu'il y a plusieurs instances dans l'individu, soit avec l'un, si vous pensez qu'il n'y a qu'une seule instance. Mais donc, pour faire vivre en harmonie, et pour vivre quoi ? Pour vivre pleinement cette nature humaine. Donc ça, c'est le plan qu'on va appeler le plan de l'éthique philosophique, comme étant le rapport au monde, notre façon d'habiter le monde. Deuxième plan de cette philosophie, c'est la logique. C'est sans doute la partie que nous oublions le plus systématiquement. En tout cas, dans le parcours de l'étudiant en philosophie, c'est toujours très compliqué à faire comprendre qu'il faille étudier la logique. Et comment comprendre la logique ? Eh bien justement, comme cette possibilité de penser de façon correcte, avec donc cette idée fondamentale qu'il y aurait des erreurs de logique qui s'appellent les paralogismes, les sophismes, et donc une dimension non logique dans le raisonnement que l'on va pouvoir à la fois dénoncer et que l'on va pouvoir corriger. Comment ? Mais par la logique et par les lois de la logique. La logique étant donc ici comprise comme une sorte de canonique de la raison, sans laquelle on ne peut pas développer un raisonnement correct. Attention, je dis un raisonnement, et donc je parle de procédé de validité. Voilà. Le cas le plus connu est bien sûr le cas du syllogisme. Voilà. Si je dis que tous les hommes intelligents portent des lunettes, et que je porte des lunettes et que je suis donc intelligent, je ne dis pas la même chose que si je dis que tous les hommes qui portent des lunettes sont intelligents, et que je suis intelligent, et que donc je porte des lunettes. Ce sont des syllogismes, et l'un est valide et l'autre ne l'est pas. Mais on ne va pas faire un cours de logique. Mais j'attire donc votre attention sur ce point-là, qu'il y a une logique, il y a une canonique de la raison, il y a donc des opérations qui sont tantôt valides et tantôt qui ne le sont pas et que l'on peut corriger. Et puis, il y a, ne l'oublions pas, et notamment pour le grec, il y a ce que l'on va appeler la physique, que l'on pourrait appeler aujourd'hui les sciences, c'est-à-dire l'idée d'un ensemble de données dont je rappelle que les Grecs, à leur égard, parlaient de l'épistémé, c'est-à-dire tout ce qui nous permettait de quitter l'ordre de la rumeur pour aller vers l'ordre, disons, de l'épistémé, en tout cas de la connaissance, nous dirions aujourd'hui la science. Avec, bien sûr, pour un grec, et pour nous encore aujourd'hui, des déterminations précises de la science, sur lesquelles il faut pouvoir statuer. Je le dis vite, universalité, nécessité et causalité. S'il n'y a pas ces trois choses, il n'y a donc pas de science pour un grec. Alors, cela veut donc dire que la philosophie dont nous parlons, c'est cette philosophie qui se déploie
à travers ces trois grandes orientations. Une physique, une éthique et une logique. Et ceci va se retrouver quasiment dans toutes, alors de façon différente bien sûr, mais dans toutes les grandes présentations de la philosophie, que ce soit dans l'art de la philosophie chez Descartes ou dans le programme de la philosophie chez Kant ou chez Hegel ou chez Husserl. Enfin, vous allez toujours retrouver ces trois choses-là, dites bien sûr de façon différente. Et donc vous avez déjà ici quelque chose de très important à comprendre, c'est que, et voilà pour moi où est l'ordre du réel, si vous me permettez de le dire de cette façon-là, c'est que la philosophie ne se départit jamais de sa physis. Donc, terme très difficile à expliciter parce qu'il ne correspond plus du tout à nos modes de pensée, puisque nous sommes marqués précisément par une compréhension en termes de début et de fin, ce qui n'était pas le cas pour un grec. Mais donc, pour le grec, la physis, vous savez que ça va être traduit en latin par la nature, et qui dit bien sûr natura, dit le verbe nasci, donc dit naître. Et voilà dans quoi nous allons devoir nous dépatouiller ce matin. Mais donc le grec ne pense jamais philosophiquement en se dépareillant de la physis. Nous ne devrions donc jamais penser en nous dépareillant des sciences, et bien sûr nous devrions dire de la nature, avec tout ce que ce mot veut dire pour nous aujourd'hui. Donc n'oublions pas cette dimension-là extrêmement importante de la philosophie. Alors, est-ce que pour un grec, on peut guérir avec la philosophie? Oui, bien sûr. Pour le grec, c'est à proprement parler un thérapeuein. C'est un guérir. Ça veut donc dire que c'est une thérapeutique avec laquelle donc on peut essentiellement guérir ce qui sera pour le grec des passions. Alors on va voir que, on le verra plus tard dans le parcours, que par exemple chez un auteur comme Wittgenstein, on va retrouver cette idée que la thérapeutique par la philosophie existe bel et bien, mais que l'on guérit par un travail qui va se faire sur les représentations et sur le langage. Et à cet égard-là, j'ai toujours trouvé que, par exemple, dans le bouddhisme, il y avait quelque chose de cet ordre-là. Une thérapeutique par une forme de maintenance ou de mainmise sur les représentations. Bon. Alors, en ce sens-là, quand on dit donc thérapeutique des passions, ça veut donc dire qu'on va, et voilà pourquoi j'ai pris ces concepts-là dans le banquet philosophique que nous allons faire ensemble, on veut donc dire des passions qui, pour le grec, vont provoquer la souffrance, qui vont provoquer le désordre, qui vont provoquer la crainte, qui vont provoquer la peur, ou qui vont par exemple provoquer des formes d'inconscience. C'est ça que le grec va donc tenter de guérir. Et en ce sens-là, on va voir que donc la philosophie, pour eux, mais pour d'autres philosophes bien sûr, dans 15 jours je vous parlerai, en évoquant la question de la souffrance et de la douleur, je vous parlerai de Paul Ricoeur, et nous ne serons plus donc dans la Grèce, mais nous serons avec un penseur qui nous est contemporain. Mais donc, ça veut dire que s'il y a ce pôle de la thérapeutique, il y a aussi ce pôle de la philosophie comme un exercice, comme un entraînement. On pourrait dire avec les mots qui sont les nôtres comme un coaching. Voilà, une sorte d'entraînement au quotidien. Pourquoi faire? Mais pour exister, pour vivre, et donc essentiellement pour le philosophe, pour prendre soin de son âme. Alors, pour le latin, le soin de l'âme, c'est la cura
animarum. Alors, je vais dire un bref mot là-dessus. J'espère pouvoir le faire encore aujourd'hui, mais cura animarum, ça doit évoquer quelque chose pour vous. Si vous avez été dans un collège jésuite, vous aurez entendu parler de la cura animarum. C'était le soin des âmes, mais attention, c'était la cura animarum dans l'ordre de la confession, dans le christianisme. Et on va voir une fois encore qu'il y a là un vieux conflit, un conflit de volonté de possession entre religiosité et philosophie. Donc un entraînement, donc un exercice, que l'on va donc dire spirituel, pour dire un exercice de l'esprit, c'est-à-dire la psyché. Un exercice de l'esprit où, par exemple, je cite l'apologie de Socrate, le Dieu m'a assigné pour tâche de vivre en philosophant, c'est-à-dire en soumettant soi-même et les autres à examen, c'est-à-dire à raison. Moi-même et les autres à examen. Et donc, les Grecs anciens, qui voyaient donc dans la philosophie un appareillage d'idées, de théories et de pratiques qui portaient sur l'existence dans sa totalité, avaient par là un moyen d'accéder à cette fameuse sagesse, la Sophia. Et Kierkegaard le dit en ce sens, je le cite, un penseur grec est avant tout un existant passionné. Quelqu'un qui est loin de mener une existence misérable en produisant des livres ou des œuvres d'art, car il est lui-même une œuvre d'art. Et donc, c'est vraiment en plein dans la gencive pour nous, les petits profs de philo. Car moi, je dis toujours que je suis un professeur de philosophie. Je n'ai pas la prétention de m'appeler philosophe. Mais c'est plus long, alors on met toujours philosophe parce qu'on fait des économies de caractère. Mais on peut vraiment se poser la question de savoir quand on est philosophe. Je pense qu'on l'est vraiment quand on meurt. Mais on ne peut plus le savoir, évidemment, et nul ne le saura. Oui, ceux qui vont nous survivre, mais ça, c'est une autre histoire. Donc, il y a cette chose très originaire dans la philosophie. Alors, vous allez me dire, oui, mais bon, qu'est-il advenu de tout ça? Parce que je vais déployer pourquoi la philosophie était un exercice de l'esprit. Et c'est vrai qu'on ne peut pas ne pas faire l'économie de cette question. Et de se dire, au fond, est-ce que nous aurions perdu quelque chose? D'abord, sans doute, nous avons perdu quelque chose de cela dans le choc dont je viens de parler, et dont je dis un mot maintenant, dans l'émergence du christianisme ou du judéo-christianisme. C'est un fait, j'en ai parlé l'année passée, brièvement, mais c'est un fait. Il est clair que lorsque le christianisme s'instaure, il le fait de façon concurrente avec la philosophie. C'est un fait. D'ailleurs, la notion d'exercice va être très vite reprise par les premiers chrétiens. Je rappelle qu'on est bien dans le système de la vraie et de la fausse philosophie, de la vraie et de la fausse religion, et que donc pour les chrétiens, le seul et unique vrai philosophe, c'est donc le Christ. Je ne vais pas revenir là-dessus, je l'ai explicité, enfin j'ai essayé de l'expliquer à souhait l'an passé.
Et donc, il y a sans doute quelque chose de cet ordre-là. Et quand je parlais tout à l'heure de la cura animarum, il est certain que, et on pourrait vraiment passer du temps à le montrer, je le ferai un petit peu quand je reviendrai sur la question du désir, il est certain que quand ils inventent la cura animarum, c'est-à-dire en fait la confession, il y a la volonté de juguler, mais aussi de réguler le désir. Et en ce sens-là, on reprendra l'hypothèse de Michel Foucault qui consiste à dire que le christianisme invente la libido. C'est un peu paradoxal, mais c'est ainsi. Le christianisme invente la libido, nous permettant de passer d'une compréhension organique de la sexualité au sens grec du terme à une compréhension libidineuse, c'est-à-dire sous l'ordre de la libido, sous l'ordre du désir, chez les chrétiens, mais un désir qui, bien sûr, va être régulé. Et comment va-t-il être régulé? Dans toute la procédure de l'aveu, car il faudra avouer. Là, vous allez me dire, on avoue aussi en droit. Oui, c'est vrai. Mais on n'est pas dans un système qui parle de faute et de péché, au sens du péché, c'est-à-dire du schisme. Mais on reviendra avec tout ça, et on se servira des travaux de Foucault, qui sont extrêmement intéressants, pour comprendre comment on a régulé la jouissance et le désir, notamment par le passage chez la régulation de l'imaginaire chez Augustin. Donc il s'est déjà passé quelque chose avec le christianisme et avec la cura animarum. La cura animarum, le soin. Le soin. Il s'est sans doute aussi passé quelque chose avec la philosophie que l'on a voulu présenter comme science. Si vous présentez, ou si vous avez la prétention de présenter la philosophie comme science, ce que je crois qu'elle n'est pas, mais ça ce sont des hypothèses de travail, ce sont des choix que l'on fait, mais je pense qu'on ne peut pas parler de science philosophique, eh bien alors dans ce cas-là, vous êtes aussi dans une difficulté avec ce modèle grec. D'ailleurs, souvent, quand vous discutez vraiment avec les philosophes des sciences, ils ont beaucoup de mal à comprendre cette détermination-là. Mais il s'est passé quelque chose avec l'ordre de la science. Et il s'est passé aussi quelque chose dans le rapport entre philosophie et psychanalyse. Ça ferait beaucoup de temps pour pouvoir l'expliquer. Je ne peux pas le faire dans le cadre de cette session, mais il y a eu quelque chose, il y a sans doute aussi quelque chose dans cette distorsion entre philosophie et psychanalyse. Et puis enfin, il y a eu aussi quelque chose qui s'est passé dans l'apparition de ce qu'il faut bien appeler la philosophie universitaire. N'oublions pas que la philosophie universitaire est quelque chose de très tardif dans l'histoire de la philosophie. N'oublions pas non plus que jusqu'à un certain temps, sans doute jusqu'au XVIIe siècle, en tout cas pour nous, dans l'ère de la francophonie, elle se faisait essentiellement dans les salons, un peu comme ici. Sauf qu'on n'était pas disposé comme ça et qu'on avait des petits fours, de quoi boire. Enfin, c'est plutôt là la dernière séance, quand on va au pain quotidien, enfin, quand on va à côté, voilà. On se laisse un peu inspirer par le vin, par les macarons, etc. Mais non, n'oublions pas ça. Ce qui explique d'ailleurs, à mon avis, pourquoi la philosophie est aujourd'hui, enfin, la philosophie universitaire est aujourd'hui en crise. Parce qu'elle est universitaire. Et qu'elle est peut-être en inadéquation avec ce qu'elle a de plus originaire en elle. Pourquoi est-ce que les étudiants qui arrivent en première année de philosophie ressortent très vite déçus après un premier semestre en disant « mais c'est pas du tout à ça que je m'attendais ». Ils venaient pour chercher des dimensions existentielles, parfois spirituelles, surtout en Belgique, quand il y a une confusion entre philosophie et cours de religion. Et puis ils sont très déçus. Parce que quoi? Mais parce que précisément, ils voient la rigueur, ils voient la logique, ils voient l'anthropologie, etc. Alors il faut passer par ce moment de la déception.
Comme quand on étudie la littérature, on ne peut pas faire fi de la grammaire et de la linguistique. Donc il faut passer par ce temps de la technicité, qui est sans doute nécessaire. Mais c'est très difficile de faire se conjoindre les deux choses. Et donc la philosophie universitaire porte sans doute une lourde responsabilité dans tout cela. Et on comprend donc que quelqu'un comme Franz Rosenzweig dise ceci: nous ne voulons pas être philosophes en philosophant, et vous avez remarqué que c'est évidemment la réponse à l'apologie de Socrate. Nous ne voulons pas être philosophes en philosophant, dit Rosenzweig, mais nous voulons être des hommes. Nous voulons être des hommes. Alors, cette compréhension de la philosophie, nous la devons donc essentiellement, je crois, aux Grecs. Et personnellement, j'ai toujours pensé que l'idée que nous pouvons envisager la philosophie comme une thérapeutique, enfin pour nous, les contemporains qui étudions avec les sources la littérature première et la littérature secondaire qui est la nôtre, nous le devions de façon majeure à un penseur que j'aime beaucoup et que je vous conseille de lire, c'est Pierre Hadot. Vous pouvez lire son beau livre « La philosophie comme manière de vivre ». Voilà, il y a beaucoup d'autres livres, mais enfin celui-là est très intéressant, je le conseille souvent, parce que c'est un livre d'entretien qui nous expliquait que, en définitive, justement la philosophie doit être reconduite à sa dimension thérapeutique. C'est-à-dire qu'il ne faut pas faire de la philosophie un exercice sophistiqué, qui ne se dirait que dans des démonstrations, que dans des réfutations, que dans des argumentations. Pourquoi ? Parce qu'il y a justement dans la philosophie quelque chose de profondément pratique. Et qu'il y a dans la philosophie, pour Hadot, mais évidemment qui est fortement influencé par la philosophie grecque, donc inutile de vous dire que c'est un professeur de philosophie de l'Antiquité, c'était sa spécialité, il était spécialiste de Plotin notamment, mais que donc, dans la philosophie, il y avait quelque chose de l'ordre d'un entraînement qui, par des pratiques et par des exercices, permettait de modifier une existence, donc de la guérir. Vous voyez que je vais tirer aussi la guérison de l'ordre de la modification. Ça veut donc dire que pour Pierre Hadot, la philosophie engage des manières de vivre, elle engage des périples et des exercices quotidiens qui vont nous permettre de métamorphoser ce que nous sommes. Métamorphoser. Pour un grec, c'est très important. C'est la métamorphose. Donc, c'est la morphée. Or, vous savez que le grec pense entre matière et forme. Ça veut donc dire que la philosophie a cette capacité de nous convertir. Et c'est elle qui nous convertit. Elle provoque ce qu'il appelle de la métanoïa, un au-delà de la connaissance, mais aussi un au-delà de la forme. Donc elle nous change. Donc elle nous convertit. Ceci est évidemment très important. Et elle nous convertit comment ? Mais par les usages de la raison, n'est-ce pas ? Pas par autre chose. Voyez ? Alors, en ce sens-là, Pierre Hadot explique aussi que, et ceci, je pense, est vraiment très important, que pour ces penseurs, philosopher ne voulait pas dire faire des livres. Or, regardez aujourd'hui l'obsession du livre. Si vous êtes un intellectuel et que vous ne parlez pas de votre livre qui est en chantier, il y a un petit souci. Bon, c'est vraiment un topos. Toujours, quand vous rencontrez un intello, il va vous parler de ce livre qui est en chantier depuis 15 ans, qui ne parvient pas à terminer, et sur lequel il passe ses nuits. Bon, enfin, c'est un topos de rhétorique, désolé, enfin, voilà, désolé. Donc, est-ce que ça veut dire, bien sûr, qu'il ne faut pas faire des livres ? Mais si, il faut faire des livres. Mais le problème, c'est que nous faisons trop de livres. Il y en a beaucoup trop, désolé. Non, il faut faire le livre quand le livre est capable de recueillir
ce qu'il y a d'intéressant à dire, sans quoi il y a tant de sagesse qui nous précède. Alors je ne devrais pas dire cela, mais je le dis. À quoi bon radoter alors qu'il y a des choses... Je pense que c'est une forme d'humilité intellectuelle. Ce n'est pas de la paresse. Pas du tout. Pas du tout. Il y a de très grands livres qu'il faut lire. Il y a des livres qu'il ne faut pas lire. C'est inutile. Parce qu'au fond, lire, c'est pas dire oui, c'est dire non. Voilà, je ne lirai pas ça. Désolé. Point. Alors je sais que maintenant notre existence, elle passe par le papier, etc. Mais pour le grec, ce n'était pas ça. Le philosopher passait d'abord par cet exercice, et quand l'exercice était éprouvé, on le partageait, et on le partageait bien sûr par les modalités du livre. Pourquoi ? Parce que leur seul objectif, c'était bien cette sagesse, pour parvenir à la transformation de soi. Alors bien sûr, ne l'oublions pas, nous ne sommes pas dans une forme d'égoïsme de l'esprit ou d'égoïsme de la philosophie. Nous ne sommes pas dans un égotisme. Non, parce que pour le grec, il y a bien une physique, il y a bien des mathématiques, il y a bien des sciences, et même pour le grec, il y a une politique. Et donc, on n'accède jamais à la sagesse de soi, et on ne travaille pas à la sagesse d'autrui en oubliant que l'on est dans le monde. C'est-à-dire, pour le grec, qu'on est essentiellement dans la polis, c'est-à-dire qu'on est dans la cité, et que donc on doit participer à la construction de la cité, et que l'on doit penser et que l'on doit agir dans la cité. Donc, par conséquent, je dis ceci, parce que pour le grec, il n'était pas véritablement question d'inventer des doctrines, mais plutôt de les incorporer, c'est-à-dire avec les théories de faire corps. Et vous voyez déjà une articulation fondamentale entre la théorétique et la pratique. Pour le grec, pas de théorie sans pratique. Et surtout, pas de pratique sans théorie. Les deux sont évidemment intimement liés. Voilà pourquoi quelqu'un comme Sénèque peut dire « La philosophie nous incite à faire et pas à dire ». Parce que il faudrait aussi prendre du temps pour l'expliquer, mais la philosophie a un problème originaire avec ceux qui tchatchent. Oui, les tchatcheurs, les Facebookers et autres Twitter, ceux qui, les bavards, qui racontent n'importe quoi dans des sophismes. Elles n'aiment pas ça. Bon. Alors, en ce sens-là, dans l'entraînement philosophique, donc l'entraînement, mais vous avez compris que c'est pour guérir, pour se métamorphoser, l'examen des actes et l'examen des pratiques et l'examen des pensées, donc ce qu'il faut appeler le libre examen, il n'y a pas d'autre mot, hein, si vous restez bien dans l'ordre de la raison, hein, est l'essence même de la journée philosophique, qui est la journée, tout court. C'est l'essence de la journée. C'est ce qu'il faut faire. Il faut donc s'exercer. Voilà par exemple une des raisons pour lesquelles la philosophie va beaucoup insister sur la notion d'attention. L'attention. Eh bien, je ne sais pas si en ce moment, si nous faisions un bref arrêt existentiel, c'est pas convaincu que nous pensons au temps radicalement présent. Je pense qu'aucun de nous ne pensons au temps présent. On pense à des tas de choses, mais nous avons une très grande difficulté sur le plan de l'attention. Voilà pourquoi Hadot dit que la philosophie a quelque chose à voir avec ce qu'il appelle en grec l'aïskésis, c'est-à-dire l'ascétisme. Mais vous voyez, quand on dit ascétisme, si je faisais une brève enquête,
il est certain que pour nous, ce mot est marqué par notre héritage judéo-chrétien. On parle de privation, et nous parlons tous alors de rapport à la nourriture, etc. C'est vrai, bien sûr, pour le grec. Mais pour le grec, l'askésis, c'est vraiment la privation. La privation en quel sens? Eh bien, par exemple, en ce sens où il y a des tas de choses dont nous devrions pouvoir nous priver pour pratiquer cet exercice d'attention maintenant. Nous priver de quoi? Nous priver de penser à notre ticket de parking, aux courses qu'il faut faire, aux soldes qu'il ne faut pas rater, aux versements qu'il faut faire, etc. etc. Hein. Bon. Alors, c'est une des raisons pour laquelle quelqu'un comme Marc Aurèle, dont je vous parlais tout à l'heure, qui est évidemment un empereur et qui sait ce que veut dire que les gens qui vous flattent parce que il faut bien que vous soyez vénérable puisque vous avez le pouvoir, c'est ce que fait Marc Aurèle dans sa tente au bord du Danube, quand il réfléchit sur ce qu'il appelle la concentration sur l'instant présent. Et c'est ce que donne Goethe, que Hadot aimait beaucoup aussi, quand il dit que nous devons nous concentrer sur le présent parce que, je cite Goethe, le présent seul est notre bonheur. Mais regardez comme nous avons déporté notre bonheur. Nous le reportons si loin que nous ne sommes même plus capables de le voir. Et qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons fait de nos savoirs non plus des saveurs, car c'est la même étymologie, savoir, saveur, mais nous en avons fait des objets de représentation. Et nous représentons à l'infini. Et quand nous représentons, mesdames, messieurs, nous ne vivons plus. Alors, ça va être un vrai problème avec la question de la naissance. Je vais y venir, hein, mais il me faudrait du temps. En fait, j'ai mal conçu le programme, mais ça, c'est vraiment la faute à... Elle nous demande de faire tout à l'avance. Hein. Elle ne nous laisse pas nous concentrer. Je voudrais qu'elle nous permette de faire un programme confiance, 100% confiance. Programme de Leclerc, rien, il va vous parler. De quoi? On ne sait pas. Je voudrais qu'elle change son comment est-ce qu'on dit, son logiciel. Non, il y a un autre mot en commerce. C'est comme dans les bons restaurants. Vous y allez, il n'y a plus de carte, c'est fini. On vous demande juste vos intolérances alimentaires. Bien, on va vous faire de la cuisine aujourd'hui. J'aimerais bien, ça, ce serait un beau concept. Hein. On va réfléchir à ça. Hein. Non, mais parce que la première, j'aurais dû faire la naissance la fois prochaine, mais je ne peux pas décaler. Parce qu'on est tenu, on est dans... On ne peut pas... Il y a les clients et tout ça. Vous voyez ce que c'est aussi la philosophie payante? Ben oui, mais c'est un vrai problème. C'est la philosophie payante. Mais elle ne l'était pas, vous savez, chez les Grecs. Mais remarquez, elle est aussi payante à l'université. Hein. Vous voyez dans quel problème on est? On ne s'en sortira pas. Je veux bien faire une deuxième heure gratuite. Hein. Mais, non, allez, écoutez, je suis sérieux. Mais, donc, se concentrer sur l'instant présent. Donc, ça veut dire que il y a quelque chose de l'ordre d'une violence que nous devons nous faire. Cette fameuse askésis. Voilà. Alors, qu'est-ce que dit Hadot? Puis je viens à la question de la naissance. Qu'est-ce que dit Hadot, justement, sur cette pratique philosophique qui va nous permettre de guérir? Mais alors, guérir, c'est très problématique, hein, parce qu'on est aussi dans la métaphore de la blessure, de la maladie. Je vais y revenir dans le parcours. Mais quelle est la nature de ces exercices? Il dit, elle est essentiellement agissante sur 3 plans de notre existence. Ça veut dire qu'on va regarder 3 plans pour guérir. Il y a d'abord, dit Hadot, le plan de la physique, au sens où j'en ai parlé, la physis, la nature. Je dirais que c'est le plan de l'organicité de notre corps.
Est-ce qu'on peut faire de la philosophie assis sur une scène avec une jambe repliée en dessous d'une chaise? Oui, c'est une bonne question. Est-ce qu'on peut faire de la philosophie n'importe comment? Je ne sais pas. Non, parce que c'est un corps qui parle quand même. Voilà. Est-ce qu'on peut faire de la philosophie en étant comme vous êtes, bien, les jambes tendues, les bras croisés? Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. C'est vraiment une question que je me pose. Par exemple, pourquoi est-ce que vous notez? Pas sûr. Je ne sais pas. Il faut qu'on réfléchisse vraiment à ce qu'on fait. Hein. Je n'ai pas de réponse. Hein. Voilà. Mais donc, il y a cette dimension de la physique pour Pierre Hadot. Puis, il y a ce qu'il appelle la dimension discursive. Et en fait, c'est ce que nous faisons. Parce que quand nous faisons du discursif, nous introduisons un discontinu dans le continu. Et donc déjà, la philosophie est radicalement discursive. Ça veut dire que comme pour la naissance, il y a quelque chose que nous manquons. C'est-à-dire c'est cet instant qui est déjà fuyant. C'est bien ça le discours. Et donc quand vous notez en ce moment, vous faites en fait du discours. Donc vous n'êtes déjà plus attentif. Mais vous notez. Mais vous êtes dans le discours. Mais donc vous êtes encore dans la philosophie. Vous êtes toujours dans la philosophie. Mais vous êtes dans la philosophie discursive. Alors le discours, qu'est-ce que c'est? Mais c'est le dialogue que vous allez avoir après ce cours, ou que nous allons avoir dans la séance questions-réponses. Ou c'est éventuellement le chapitre de votre article que vous allez écrire ce soir à la lumière de ce que vous aurez entendu aujourd'hui, ou ce que vous allez écrire dans votre journal de vie, que sais-je? Ça, c'est le discours. Donc c'est à chaque fois que dans le cursus de l'existence, dans la continuité de l'existence, vous allez faire intervenir l'ordre de la réflexivité. Et puis alors, la troisième dimension de ce coaching philosophique pour Hadot, c'est la dimension qu'il appelle intuitive. C'est-à-dire chaque fois que nous allons nous déporter vers quelque chose qu'on va appeler l'au-delà ou l'en-deçà. Intuitio, intuere, nous allons regarder dans. Donc c'est encore différent du discours. Nous cherchons quelque chose au-delà. C'est quand, par exemple, nous faisons de la métaphysique. Et nous en faisons tous les jours. Quand nous posons des questions radicales, quand nous radicalisons, quand nous posons des questions essentielles, comme on va s'en poser une avec la question de la naissance. Voilà. Donc il y a ces trois dimensions-là. Mais attention, est-ce qu'on les exerce n'importe comment? Non. On les exerce véritablement avec l'ordre de la raison, avec cette ratio. C'est-à-dire pour le grec, dans l'ordre d'un logos. Donc ceci ne se fait pas n'importe comment, ceci se fait en fonction d'un logos. Et donc, bien sûr, et j'y reviendrai avec les stoïciens, avec une logique. Alors pas une logique pour faire des exercices de logique comme on en fait maintenant avec nos étudiants au tableau. Non. Une logique pour nous faire comprendre que dans l'existence, on ne bâtit pas n'importe comment une théorie, mais on la bâtit selon des lois, selon des normes et selon des principes qui sont des principes rigoureux. Et cela veut donc dire que l'on vit conformément à la raison, et que donc on est dans un rapport de quête et dans un rapport de recherche. Et c'est cela, pour le grec, en réalité, le rapport à la vérité. Ça veut donc dire que pour le grec, ce coaching spirituel, cet entraînement spirituel, cette nécessité que nous avons donc de guérir, de nous métamorphoser, est quelque chose qui est infini. On n'en a jamais fini. Et ceci, évidemment, me permet déjà de relativiser cette notion de thérapeutique. Nous ne sommes pas comme dans la thérapeutique médicale, où nous n'attendons qu'une seule chose, la fin de la boîte de l'antibiotique. Voilà. Non, c'est une thérapeutique qui dure, parce qu'elle est bonne, parce qu'elle nous met dans l'ordre éthique d'une croissance
et de la recherche d'un bien et dans la recherche d'un bon. Dit autrement, la maladie est à l'infini. Car nous reconnaissons que nous aurons toujours du mal à dire, mais nous reconnaissons aussi que nous avons de quoi nous guérir dans ces choses que nous avons du mal à dire. Pourquoi ? Parce que nous restons dans cette dynamique. Et quelle est cette dynamique ? Mais c'est cette dynamique de la recherche. Car nous prenons, et nous savons, et nous prenons la décision que nous n'en avons jamais fini avec cela, et que donc notre tâche est infinie. Voilà pourquoi il y a donc ce qu'il faut appeler une véritable dynamique de la raison. Cela veut donc dire que, en ce sens-là, la bonne ou la mauvaise santé de ce qu'on va appeler notre psyché, n'est-ce pas, elle est suspendue à l'usage ou au non-usage de notre raison. De notre raison. Avec quelle aide ? Mais la philosophie. Quelle philosophie ? Mais les philosophies. Et en ce sens-là, il y a bel et bien des écoles philosophiques. Il n'y a pas une philosophie, il y a des philosophies. Et il y a donc des manières de philosopher et des manières de vivre. Il n'y a pas qu'une seule philosophie, il y a des choix philosophiques. Et dans les parcours que vous faites au mardi de la philosophie, il y a différentes façons de s'examiner. Mais ça, ce sont précisément des choix qui sont des choix philosophiques. Dit autrement, quand on dit comme Pierre Hadot la philosophie comme manière de vivre, on ne dit pas que philosopher, c'est vivre comme ça. Non, on dit que philosopher, c'est penser et agir conformément à la raison, mais que les modalités d'expression et de vie de la raison sont multiples, pour autant qu'elles se conforment, bien sûr, à ces lois élémentaires qui sont celles de la logique. Alors j'en viens à la question de la naissance. Je disais tout à l'heure en ouverture que la naissance est pour nous un véritable problème. Pourquoi ? Parce qu'en réalité, c'est un fait où nous n'étions pas là. Alors vous allez me dire, si nous étions là. Mais non. Et d'ailleurs, il faudrait vraiment faire une recherche, par exemple, il y a une production considérable, notamment en littérature, sur l'obsession de cette origine-là, et notamment l'origine du jour de la conception. Conception. Comme s'il y avait donc cette quête la plus originaire. De quoi ? Du naître. Donc c'est-à-dire de l'idée qu'il y aurait une origine. Mais comme nous n'étions pas là, nous sommes en retard par rapport à cet acte. Nous sommes radicalement en retard. Ça veut donc dire que notre conscience de notre naissance est en retard par rapport à l'acte et que nous sommes donc dans ce retard de la conscience. Et que faisons-nous ? Et c'est évidemment un des lieux où nous avons une thérapeutique à mettre en œuvre, avec des choix. Par exemple, vous serez ou bien un penseur pour la mort, ou vous serez un penseur pour la vie. C'est très différent d'être un heideggerien et de penser l'être devant la mort, et c'est très différent, cette posture heideggerienne, d'être un penseur qu'on appelle penseur de la philosophie de la vie, comme par exemple le phénoménologue Henry ou Ricoeur, qui
sont des penseurs de la Lebensphilosophie, de la philosophie pour la vie. Ou bien vous choisissez la mort, ou bien vous choisissez la vie. Voilà. Donc ça, évidemment, ce sont les choix dont je vous parle à l'instant. Mais donc, en l'occurrence, nous sommes en retard par rapport à cet acte de la naissance, et nous avons donc à construire notre naître. Alors, comment pouvons-nous le faire? À mon sens, en essayant de travailler une distinction qui apparaît très tôt dans la philosophie, qui est la distinction entre l'empirique et le transcendantal. Pourquoi? Parce que, ou bien, nous sommes dans la déconfiture ou dans la désolation de cet acte qui nous manque. Et donc, nous nous arrêtons au fait que nous sommes en retard de la naissance. Ou bien, nous sommes dans une thérapeutique qui nous permet de comprendre que nous avons des potentialités pour pouvoir rejoindre ce naître. Car si nous sommes en retard de la naissance, nous sommes en condition de possibilité de pouvoir naître par le fait que nous pouvons renaître. Dit autrement, je veux dire par là que ce qui nous manque est l'acte biologique de notre naissance. C'est l'acte biologique, qui est un acte d'ailleurs d'une extrême violence, inimaginable. Il suffit de parler avec un gynécologue obstétricien qui vous expliquera que c'est très peu poétique. Et que ceci se manifeste évidemment dans les pleurs de l'enfant. Bon. Mais que donc, le fait que dans le naître, nous soyons précisément un enfant, et que nous soyons donc, par le fait que nous sommes un enfant, l'infans, c'est-à-dire celui qui ne parle pas, que nous avons donc les possibilités de rejoindre dans notre accès, non pas à la naissance, mais au naître, ce moment où nous n'étions pas là. Je veux donc dire par là que dans le problème de la naissance se joue quelque chose de très important sur le plan de la thérapeutique philosophique, sur le plan donc de cette structure qui est le rapport entre la liberté et le déterminisme. Nous n'avons pas choisi de naître, mais nous allons choisir de vivre et nous allons choisir de mourir. Nous allons choisir de mourir, car contrairement à la naissance, nous pouvons choisir notre mort, et c'est pour cela que dans la finale, je viendrai évidemment à la question de la mort et du se donner la mort, et vous voyez que dans le programme j'ai mis le se entre parenthèses, puisque je veux dire se donner la mort et donner la mort, et donc nous parlerons bien sûr de cette problématique de l'autonomie du sujet, de l'oithanatos, c'est-à-dire de la mort heureuse, que nous appelons, dans notre langage contemporain, euthanasie. Donc on parlera de ça. Mais donc, si sur un fait, nous n'avons pas choisi, sur l'autre extrême, nous avons les possibilités de choisir. Mais nous avons plus les possibilités de choisir dans l'ordre de l'autonomie que dans l'ordre de la détermination, de la nécessité qui fait que nous sommes des moribonds. Que de toute manière, nous sommes moribundus, c'est-à-dire, ce fameux gérondif, nous allons devoir mourir, c'est un fait. Mais donc, c'est plutôt la possibilité de pouvoir choisir sur lequel nous pouvons travailler, et, eu égard à cette possibilité ultime, par un travail que nous pouvons faire sur le naître, nous avons la possibilité de re-choisir notre naître. Mais attention, non pas comme si ceci n'était pas passé, car tout est passé, et il n'y a pas d'irréversibilité dans ce domaine, mais
il reste que sur le plan de la possibilité de retrouver ce naître, ceci peut se dire dans le renaître. Alors qu'est-ce que je veux dire par là? Et j'ai encore 3 minutes. Je vais donc dire par là que nous avons comme outil thérapeutique ici cette distinction très importante entre l'empirique et le transcendantal, qui va vous être expliquée ou sans doute réexpliquée à travers bien des cycles de cette conférence. Mais la façon dont moi je vais aborder cette question de l'empirique et du transcendantal consiste à dire que si nous prenons l'option de ne pas réduire l'individu à l'acte biologique de la naissance, c'est-à-dire à l'acte empirique, avec tout ce que signifie l'acte biologique de naître, si nous distinguons bien donc ce que nous pourrions appeler ce corps objectif, c'est-à-dire le corps de prestation, le corps qui apparaît dans l'espace et dans le temps, donc le corps qui va naître dans la naissance biologique, si nous distinguons donc bien ce corps biologique, ce corps objectif qui naît et qui vieillit et qui meurt, de ce corps que nous allons appeler le corps subjectif, c'est-à-dire le corps de nos prestations, le corps de nos émotions, le corps de nos affects, le corps de nos sentiments, qui n'est donc pas le corps objectif et qui est sans doute, mais on va y revenir dans cette session, mais qui est sans doute le support de ce corps objectif. Donc, si nous sommes capables de faire cette distinction entre corps objectif, corps biologique, et corps subjectif, c'est-à-dire corps transcendantal, qui n'est pas le corps empirique, ce que l'on va appeler, dans le langage de la phénoménologie contemporaine, la chair. Et si nous prenons comme détermination philosophique cette idée que la chair porte le corps, alors nous avons les possibilités transcendantales de pouvoir gérer le naître par un renaître. Ça veut donc dire par là que nous avons des conditions de possibilité, mais je vais l'expliciter, ne vous inquiétez pas, ce langage est un peu encore technique pour le moment, mais on va vraiment le voir, on va retravailler cette notion, mais nous avons la possibilité, par cet acte qui est radicalement philosophique et qui est vraiment un exercice, au sens où je l'ai expliqué, qui est donc un entraînement. Nous avons donc les conditions de possibilité par ce transcendantal. Alors de quoi on va le voir, parce que on ne peut pas tout transcendantaliser à mon sens, mais nous avons les conditions de possibilité de renaître. Dit autrement, nous ne sommes pas acculés à cet acte de naissance que nous n'avons pas choisi, avec l'ensemble des déterminismes qu'il a charriés avec lui, en ce compris la maladie au sens médical du terme, que nous appelons désormais génétique. Dit autrement, nous ne sommes pas que des individus nés dans l'ordre de la naissance, nous sommes aussi, mais c'est un exercice, c'est une détermination, c'est un choix philosophique, et c'est par là que nous nous métamorphosons, et c'est par là que nous métanoïons, si vous me permettez ce néologisme, que nous nous connaissons donc au-delà de nous-mêmes, c'est-à-dire en fait pour moi dans nos conditions de possibilité, nous avons les possibilités d'un renaître. Comment ? Par les expériences que nous allons voir, qui sont des expériences de jouissance, qui sont des expériences de désir, qui sont des expériences d'angoisse, qui sont des expériences de délire, etc. Par un ensemble de prestations dans lesquelles nous avons les conditions de possibilité d'une renaissance. Donc, nous ne serions pas condamnés à vivre parce que nous sommes nés, et nous pourrions
nous guérir d'être nés et de pleurer notre naissance, ou d'avoir pleuré à notre naissance, par la possibilité qui est en nous d'accéder au transcendantal. Alors vous comprenez maintenant pourquoi j'évoquais le début, et je termine par là, pourquoi quand je disais qu'il y avait un problème de fond entre philosophie, religiosité, science et psychanalyse, avez-vous remarqué combien ces instances de sens se sont toutes emparées de la naissance? Toutes. La science, la religion, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a d'emblée métamorphosé la condition humaine. Non pas fils biologique, mais fils de Dieu. C'est comme ça qu'on définissait les judéo-chrétiens. Huios tout eiou en grec. D'emblée, tout de suite. Et comment l'a-t-on fait? Par une détermination d'un ordre surnaturel, le baptême. Le baptême vous sauvait. Il faudrait prendre beaucoup de temps pour élucider tout ça sur le plan d'une histoire des savoirs, vraiment. Ben, il en a été de même avec la science, il en a été de même avec la religiosité, et il en a été de même, bien sûr, avec la psychanalyse. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Mais elle a surinvesti le complexe d'Œdipe. Bien sûr. Œdipe, qui raconte tout ceci aussi sous les apparences d'une fable, et une fable qui ne cesse de tourner autour de ce fait de naître et d'avoir été né, car il faudrait le dire de cette façon-là. Et si vous relisez de façon très attentive le mythe d'Œdipe, vous verrez que vraiment, très tôt, c'est un problème qui a été retourné sous toutes ses facettes et surtout sur toutes ses modalités dans la compréhension de ce mythe par les Grecs. Donc, je vais arrêter là. On fait une petite séance de questions-réponses. Pardonnez-moi d'avoir été un peu plus long pour la mise au point de la structure globale de la présentation du type de philosophie que je vais exercer et d'avoir été peut-être plus bref sur la question du naître, mais j'y reviendrai aussi peut-être sous la forme de quelques points particuliers avant de venir dans 15 jours sur ce problème très complexe, mais dont vous voyez bien que je vais y reprendre les mêmes catégories de ce que c'est que la douleur et ce qu'est la souffrance, et ce ne sont pas deux choses qui sont bien entendu similaires. Voilà, merci beaucoup pour votre attention.